Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Jérôme Bénard. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur en chef d'Omerta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs quel est le magazine, le média Omerta ? Alors c'est un magazine en kiosque, mais c'est aussi et surtout un média en ligne qui a été lancé en novembre dernier par Régis Le Sommier, qui a été longtemps grand reporter à Paris Match. Et c'est un média qui traite de l'actualité nationale et internationale. Et à l'occasion de la première année, un an plutôt du déclenchement du conflit en Ukraine, nous avons publié un numéro spécial qui est toujours disponible en kiosque, d'une centaine de pages qui regroupe des analyses, mais aussi beaucoup d'entretiens avec des personnalités dont le point commun est peut-être d'avoir un regard un peu différent que celui habituellement donné dans les grands médias. Et nous avons aussi des entretiens avec Maurice Gourdeau-Montagne, qui a été le conseiller international de Jacques Chirac, avec l'avocat Arnaud Klarsfeld, avec Henri Guénaud. Voilà. Le dernier documentaire que nous l'avons publié vendredi et porte sur la situation en Afghanistan, puisque Régis Le Sommier s'est rendu en Afghanistan pendant une dizaine de jours où il a pu enquêter sur les talibans, alors qu'on ne parle plus guère de l'Afghanistan. Et dans les jours qui viennent, nous publierons entre autres un reportage sur le Liban. Et vous êtes aussi présent sur YouTube, vous avez une chaîne YouTube. Merci Jérôme Bénard. Vue de haut. Et ce matin, nous sommes avec Michaela Wrong. Je prononce bien Michaela Wrong. Donc vous êtes journaliste anglaise, vous avez un léger accent charmant français, anglais. Vous êtes spécialiste international de l'Afrique. Vous avez reçu le prix James Cameron en 2010 et vous écrivez ce livre, Rwanda, Assassins sans frontières, enquête sur le régime Kagame, aux éditions Max Milo. Alors c'est une enquête journalistique qui remet donc en question le récit officiel sur le génocide de 1994 et le régime donc de Paul Kagame. Vous vous penchez donc sur l'histoire de Patrick Karegeya, qui est un ancien chef du renseignement extérieur au Rwanda, qui a été assassiné en Afrique du Sud donc en 2014. Et vous utilisez cette histoire donc pour dénoncer les méthodes répressives donc du régime de Kagame. Vous examinez les événements qui ont conduit au génocide de 1994, ainsi que les questions qui continuent de hanter le pays. Vous remettez en cause la version officielle de l'attentat qui a déclenché le génocide, mais aussi la façon dont les rebelles ont pris le contrôle du pays et ont maintenu leur pouvoir par la suite. Voilà, donc c'est une grosse enquête détaillée, percutante, sur un pays donc, qui a été déchiré par la violence et puis par la corruption donc, du régime de Kagame. Et déjà, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, alors quel est votre lien avec l'Afrique et plus précisément, quel est votre lien avec le Rwanda ? Oui, c'est mon 5e livre. Les autres, le premier livre était sur la chute de Mobutu, parce que j'étais pigiste basée à Kinshasa pour l'agence Reuters en 1994, quand effectivement il y a eu le génocide au Rwanda s'est déclenché. Pour moi, ça, c'était ma première expérience du Rwanda. Je suis entrée dans le pays pour la première fois et ça m'a fait un gros effet parce qu'effectivement, on voyait les traces des massacres, les cadavres partout. J'ai continué comme journaliste pendant des années. À un certain moment, je suis devenue auteur et j'ai écrit des livres sur le Kenya, sur ce qui était le Zaïre, l'Érythrée. Mais à un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un courriel. Je voyais tous mes amis journalistes qui parlaient du fait qu'un certain Patrick était mort, était assassiné. Je me suis dit, mais c'est quel Patrick? Parce que je connais plusieurs Patrick. Et effectivement, c'était Patrick Karegeya.
Et j'étais vraiment choquée. C'est un monsieur qui était très, très proche de Kagame. Ils sont allés à l'école ensemble. Ils sont devenus rebelles en même temps, plus ou moins en même temps. Ils étaient en Ouganda en même temps. Il est devenu le chef des renseignements pour Kagame. Et le fait qu'à un certain moment, il a pris ses distances, et il a été en tôle, et il s'est enfui du pays, il a fondé une partie d'opposition en exil, et Kagame a envoyé un escadron de morts, et il s'est fait piéger dans un hôtel en Sud-Afrique, il a été étranglé. Alors je trouvais que c'était une manière, un moyen pour expliquer comment le FPR a été fondé, créé, et après comment elle a changé comme mouvement et ce qu'elle est devenue maintenant. Oui, c'est de ça dont on va parler, puis ce n'est pas le seul rebelle qui a été assassiné ou écarté du régime de Kagame. Déjà, vous remettez donc en cause la version officielle des attentats qui auraient provoqué le génocide, parce qu'évidemment, on nous explique que le régime de Kagame est arrivé pour maintenir la paix après ce génocide qui a été terrible. Oui, ce qu'on voit quand on lit le livre de Roméo Dallaire et d'autres, on voit que c'était pas pour l'FPR, ça c'était arrêter le génocide, c'était pas la chose plus importante. Eux, ils voulaient prendre le pouvoir. Et effectivement, tout après cela, il y a toute la controverse au sujet de qui est responsable pour l'attentat sur l'avion. Et moi, au début, vous pouvez revenir sur cet attentat sur l'avion pour nos auditeurs? C'est avril 6, il y avait un avion qui arrivait à s'approcher à Kigali. Il y avait les présidents du Rwanda et du Burundi qui étaient à bord avec une équipe française. Et il y avait eu les discussions de paix à Arusha. Il revenait. Il s'est fait... il y a eu un missile et l'avion s'est écrasé. Il y a toujours eu une controverse très, très longue. Il y a plusieurs enquêtes à ce sujet pour savoir qui est responsable pour l'attentat, parce que c'est effectivement, ça a déclenché le génocide à ce moment-là. Moi, au début, je lisais les historiens qui disaient, probablement c'est les Hutus extrémistes qui ont fait cela, parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'avait fait le président, ce qu'il avait négocié à Arusha, le président Habyarimana. Mais aussi, il y avait toujours un côté qui disait non, mais c'était les FPR eux-mêmes qui ont fait ça, parce qu'ils voulaient absolument saisir le pouvoir, gagner la guerre. Et effectivement, quand moi j'ai fait mes enquêtes, de plus en plus, je rencontrais des anciens dirigeants FPR, maintenant qui sont en exil, qui sont devenus des critiques à l'égard de Kagame, et qui disent, mais non, c'est évident, c'était nous, on a toujours tenu le secret. On ne savait pas que les résultats, on allait déclencher un génocide, mais c'est nous, parce qu'on voulait gagner la guerre. C'était ça l'essentiel. Alors, à un certain moment, après avoir entendu ce témoignage de 4 ou 5 personnes très importantes, qui avaient des postes très importants dans l'FPR, moi, je crois maintenant dans cette version-là. Jérôme Bénat. Oui, ce qui est très intéressant dans le livre de Michaela Wrong, c'est qu'il met aussi l'accent sur le fait que les massacres ont continué après l'arrivée au pouvoir du FPR en 94, en août 94, et qu'il y a donc d'une certaine façon une responsabilité du régime de Paul Kagame dans les plusieurs dizaines de milliers de morts qui ont eu lieu après la fin de la première phase du génocide. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir que l'histoire n'est jamais terminée et qu'aujourd'hui, dans la déstabilisation d'une partie du Congo, là encore, on trouve des éléments proches du FPR et de Paul Kagame. Oui.
Oui, non, il y a eu des massacres commis par le FPR avant, pendant et depuis le génocide des Tutsis. Et ça, les massacres des Hutus. Mais aussi, il y a eu ce chapitre très important dont on ne veut pas vraiment parler. Et c'est le monsieur qui a gagné le prix du paix Nobel, Denis Mukwege, le Congolais, le gynécologue, qui parle toujours du fait qu'il y a eu des massacres dans les forêts au Congo. Et c'est l'armée, le FPR, qui ont commis ces massacres parce qu'ils voulaient absolument détruire les milices, les Interahamwe, qui s'étaient enfuis avec beaucoup de civils Hutus dans les forêts. Et ça, on n'a vraiment pas fait. On a fait une enquête des Nations Unies, mais il n'y a jamais on n'a jamais vu un processus judiciaire là-dessus. Et actuellement, comme on voit, il y a de la violence au Congo de l'Est parce qu'on voit qu'il y a un mouvement soutenu, un mouvement Tutsi soutenu, le mouvement 23, qui est soutenu par Kagame, qui, c'est en train de faire des attaques, les attentats dans le Congo de l'Est. Et on dit qu'il y a maintenant 800 000 déplacés au Congo grâce au mouvement 23. Alors, on voit toujours, il y a cette série d'interventions du Rwanda au Congo et ça déstabilise toute la région des Grands Lacs. Et est-ce que vous pensez donc que le génocide a continué donc après, même avec l'accès de Paul Kagame au pouvoir après le génocide? C'est ce que vous dites. Je pense que c'est un régime qui est fondé sur la violence et sur la peur. Alors, c'est vrai que si comme touriste, on va on visite Kigali, on est très impressionné parce que c'est très propre comme ville, c'est très calme. Et on voit qu'il n'y a pas de problème. C'est pas comme entrer au Congo, il y a toujours toujours une sensation de chaos. Mais c'est un régime qui est basé sur la violence à l'étranger, dans les pays voisins, et aussi c'est un régime qui est basé sur une répression de l'opposition rwandais. Et on voit aussi qu'il n'y a pas de presse libre, que vraiment il n'y a jamais de manifestation dans les rues de Kigali. Pour moi, c'est un pays très tendu. Quand moi j'ai visité, j'ai toujours, on a l'impression que les gens se sont surveillés tout le temps et qu'il y a une certaine tension dans l'air. Oui, mais c'est comme ça qu'on nous a vendu, entre guillemets, donc le pouvoir de monsieur, le régime de Kagame, c'est-à-dire que c'est un État fort, mais c'était après le génocide, il fallait donc quelqu'un qui tienne le pouvoir, et c'est comme ça, en fait, ça a été le narratif pour nous vendre, entre guillemets, en tout cas même aux Occidentaux, le régime de Kagame. Oui, effectivement, on dit, oui, c'est un État policier, mais c'est calme, il n'y a pas de violence, mais il y a de la violence dans les pays voisins, une violence qui est la responsabilité de Kagame. Et aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Il y a beaucoup d'opposants, il y a beaucoup de gens qui travaillaient autrefois dans les droits de l'homme, il y a aussi plein de journalistes qui sont en prison, des gens qui ont osé critiquer Kagame et le régime, ils se trouvent tout de suite en tôle. Alors il y a c'est une tranquillité sur une base de violence. Jérôme Bénard. Oui, parce que ce qu'il faut aussi préciser aux auditeurs, c'est que le régime de Paul Kagame est toujours soutenu par les Occidentaux, et notamment par la France. Et donc c'est là où il y a une véritable omerta sur le fait que c'est un régime qui, somme toute, n'est pas du tout propre et a du sang sur les mains. Et on ne le dit pas soi-disant pour ne pas remettre ce pays dans le chaos, mais en fait, cette absence de chaos a un prix qu'il était important de mettre en exergue, et c'est tout le travail de Michaela Wrong, et c'est pour ça que son livre est publié chez Max Milo est passionnant.
pouvez vous poser encore comme question sur... Mais justement, sur donc, le regard qu'ont les Occidentaux sur ce régime de Kagame, quand on lit votre livre, on se rend compte que ce n'est pas il a été présenté peut-être comme un dictateur, enfin pas comme un dictateur, d'ailleurs on va en parler, c'est-à-dire que on refuse de donner ce terme de dictateur. Alors après, quand on lit votre livre, c'est compliqué de dire le contraire, mais en tout cas, pour les Occidentaux, Kagame avait une bonne image, avait l'image d'un réconciliateur. Oui, absolument. On dit que c'est l'homme qui a fait terminer le génocide, qui a rendu la paix. Et chez moi, vous avez parlé de la France, mais chez moi en Angleterre, on voit qu'il y a un projet maintenant pour envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. On parle même de milliers de personnes. On ne les veut pas chez nous parce qu'on est un peu obsédé maintenant pour le problème de la migration. Et on a décidé que oui, le Rwanda va les accueillir. Moi, je trouve ça vraiment bizarre parce que ce sont des gens qui ont pris la fuite, souvent des dictatures africaines, de l'Érythrée, souvent de la Syrie, de l'Irak. Et j'imagine qu'ils ne veulent pas vraiment s'installer dans une dictature africaine, une autre dictature. Alors, mais on ne veut pas voir ça et on dit au public c'est sain, c'est propre, oui, il y a de la sécurité, c'est une bonne destination pour ces gens-là. Et ils ont reçu énormément de dons aussi des Occidentaux, c'est-à-dire que le régime de Kagame avait une belle réputation et l'Occident a donné à profusion au Rwanda. Oui, parce qu'il y avait un sens de culpabilité, effectivement. Après 1994, on était très conscients qu'au moment des massacres, la communauté internationale, ils ont commencé à s'en aller. Les Nations Unies, il y avait une force en place et ils se sont retirés juste au moment où la violence commençait. Alors, je pense que les Occidentaux, ils ont ce sens de culpabilité et ils ont payé un peu pour cela. Et l'Angleterre, oui, ils ont toujours donné beaucoup de soutien financier étranger au Rwanda et surtout pour accueillir les demandeurs d'asile. On a donné 140 millions de livres anglais, que c'est encore un peu plus en euros, que c'est une grosse somme pour un petit pays. Parce que le Rwanda, c'est tout petit. Oui, c'est un tout petit pays, donc qui a une bonne image à l'Occident, et puis aussi en Afrique, c'est-à-dire qu'il a un rayonnement dans cette région des Grands Lacs. Comment Kagame a réussi à mettre son influence sur toute cette région? Oui, je trouve que vu que c'est tellement petit, c'est un monsieur qui s'est vraiment imposé et je pense que pour lui c'est très important. Ils veulent que tout le monde regarde vers lui. Ils veulent être le président africain le plus important, non seulement dans les Grands Lacs, mais en Afrique même. Et il voyage tout le temps. Il est toujours aux conférences internationales. Il aime bien se faire interviewer. Il aime bien aller à Davos, aux États-Unis. Il se balade toujours par le monde. Et c'est justement parce qu'il veut que les gens comprennent que c'est lui le plus important en Afrique, le dirigeant le plus important. C'est un charmeur, vous dites c'est quelqu'un qui est séduisant et qui sait... Non, moi je pense pas qu'il est charmant. Bon, il a un type de charme particulier. C'est le charme Kagame, c'est très, très dur, très net, insisté, très, même agressif. Et il a un côté très macho. Alors, il essaie pas de séduire les gens. Mais les gens aiment ça. Ils disent, mais c'est un monsieur qui est clair, qui dit ce qu'il croit. C'est un homme qui agit. A man of action, on dit en anglais. Et on aime ça à l'étranger. Et donc, c'est un dictateur. Parce que vous dites dans votre livre que lorsqu'il y a donc un dirigeant qui est en Afrique, on n'a pas le droit de dire que c'est un dictateur, on peut le dire seulement après. Vous pourriez dire maintenant que c'est une dictature? Moi, je pense que si vous n'avez pas une presse libre, si les journalistes sont en tôle, s'il y a des élections qui sont régulièrement, systématiquement truquées, si les chefs de l'opposition sont en prison ou sont chez eux, mais ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas se mobiliser,
Pour moi, c'est une dictature. Et c'est un dictateur. Jérôme Bénard. Oui, je crois qu'on peut tout à fait souscrire à vos propos. Il faut rappeler que la dernière fois, Paul Kagame a été réélu avec 97% 99% des voix. Donc, il est sûr que ce n'est pas une démocratie. Voilà, alors on a parlé de la culpabilité occidentale, c'est peut-être pour ça effectivement qu'aujourd'hui les États européens et occidentaux ne critiquent pas le régime de Kagame, mais c'est vrai qu'on est en droit quand même de s'interroger sur le fait de savoir si on peut rester dans le déni, et c'est ce déni que vous avez voulu briser grâce à votre livre, dont la traduction française vient de paraître. Oui, c'est ça, parce que j'avais l'impression que tout le monde disait... C'est aussi une histoire, mon livre, c'est une histoire sur les narratives, les histoires qu'on se raconte. Et j'étais étonnée parce que moi, j'avais changé d'avis au sujet du FPR et de Kagame, qui m'avait fait une bonne impression au début. Et après, j'ai vu ce que le FPR était en train de faire et j'ai changé d'avis, mais je voyais que les autres personnes, les diplomates, et, les politiciens en Occident, ils ne voulaient absolument pas changer d'avis. Et je pense que si les faits changent, il faut changer d'avis à un certain moment. Et est-ce que le livre, qui doit, je pense, être interdit au Rwanda, a quand même été lu là-bas, et est-ce que vous avez eu des réactions c'est interdit, on ne peut pas... Oui. Bon, je ne sais pas si c'est interdit, mais on ne peut pas l'acheter. Il n'y a qu'une librairie à Kigali. Alors, ce n'est pas en vente là-bas, c'est évident. Et même en Ouganda, le pays voisin, ce n'est pas facile à le trouver. Mais ce que je sais, c'est qu'on le lit en version e-book, pirater, parce que quand les gens ont besoin ou veulent lire quelque chose, d'une manière ou l'autre, ils réussissent à trouver une copie. Alors, il y a une version pirate qui tourne en anglais. Je ne parle pas d'une version française. On vous invite évidemment à acheter le livre aux éditions Max Milo, Rwanda, Assassins sans frontières, enquête sur le régime de Kagame. Nous, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, puis après on revient vers vous. Ligne droite. Vue de haut. Alors on revient sur ce livre avec vous, Michaela Rwang. On va parler de Kagame, du régime Kagame, mais aussi de cette élite qui a été autour donc de Paul Kagame. Et c'est drôle, donc c'est une élite qui a des très grandes ambitions pour le Rwanda. Et puis alors votre côté anglais fait qu'il y a des intrigues shakespeariennes entre les différents membres de cette élite. Alors quelle était l'ambition de cette élite autour de Kagame pour le Rwanda et même pour l'Afrique ? Oui, bon, c'est une élite très intéressante parce qu'effectivement, plusieurs de ses membres, ils ont été élevés en Ouganda. Alors, ce sont des anglophones. Bon, évidemment, ils parlent le Kenya-Rwanda, mais ce sont des anglophones. Quand il y a eu la révolution des années 60, et les Hutus ont poussé le cour royal Tutsi en fuite, en exil. Ils sont Tutsi, hein, c'est une élite, une aristocratie, une ancienne aristocratie Tutsi. Et on les a poussés en exil. Ils ont créé de nouvelles vies dans les camps de réfugiés en Ouganda de l'Ouest. Et c'était une vie très dure. Et il n'y a jamais assez à manger. C'est des aristos qui sont devenus des paysans. Ils se sentaient très humiliés. Les enfants de ces gens-là, ils étaient conscients d'être... marginalisés dans la société ougandaise. Et après, quand Yoweri Museveni, qui actuellement est le président de l'Ouganda, il a monté un groupe de rebelles, il a encadré beaucoup de ces jeunes
hommes, parce que c'était des jeunes hommes en colère et frustrés, et c'est toujours bien pour des rebelles, un mouvement rebelle, ces jeunes hommes. Et pour eux, c'était une opportunité à apprendre à se battre, comment utiliser les armes, comment s'organiser, comment monter des opérations en cachette. Et en 86, Yoweri Museveni a pris le pouvoir. Ces jeunes hommes-là sont entrés dans l'armée ougandais. Ils sont devenus des dirigeants ougandais. Mais en cachette, ils faisaient leur complot et ils ont formé en cachette, en secret, le FPR. Et le chef à l'époque, c'était un monsieur Fred Rwigema, il s'appelait comme ça. C'était un monsieur très, très charmant, un type de fils un peu, presque comme un fils adoptif de Yoweri Museveni. Ils étaient très proches les deux. Et alors lui, il était le chef quand le FPR, ils ont envahi le Rwanda en 90. Et le deuxième jour de cet attentat, il s'est fait abattre. Et on sait pas très bien comment. Hein? C'est encore une autre histoire où il y a deux versions et on ne sait pas très bien lequel croire. Mais c'est à ce moment-là que Kagame, qui était à l'extérieur, il était aux États-Unis, il a dû revenir pour prendre en tête ce mouvement. Et ce qu'on dit dans le FPR, c'est que les gens qui n'aiment pas trop Kagame disent que le mouvement a beaucoup changé à ce moment-là, parce que Fred a été vraiment populaire, un homme, un bon militaire, très respecté par ses propres guérillas, ses rebelles, et qu'en contraste, Kagame n'était pas du tout aimé. Il était respecté, mais on ne l'aimait pas, et ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience militaire. Et c'est lui, maintenant, il a créé un FPR autour de lui, en utilisant la peur et l'intimidation. Et depuis ce moment-là, on voit qu'il s'impose en utilisant des méthodes assez brutales parce que lui-même, il est très inquiet parce qu'il ne se sent pas aimé par ses propres hommes. Oui, parce que Kagame est Tutsi. Mais lui, il ne fait pas partie donc, de ce groupe qui est au Ouganda. Il est aux États-Unis. Alors pourquoi il est aux États-Unis et comment il est revenu non, il était de passage aux États-Unis. Il faisait une formation. Non, effectivement, c'est encore lui. Il a été élevé dans un camp de réfugiés aussi. Alors qu'est-ce qu'il faisait aux États-Unis et pourquoi il est revenu à ce moment-là Parce que l'Ouganda, à ce moment-là, ils envoyaient des jeunes militaires qui faisaient partie des forces ougandaises pour faire une formation aux États-Unis. Alors, il était à l'extérieur au moment de l'invasion du Rwanda. Et il est revenu parce qu'il avait une crise. Fred s'était fait flinguer. Alors, on cherchait un nouveau dirigeant. Et pourquoi lui est arrivé? Comment il a créé sa légitimité en tant que chef? Et il a créé sa légitimité à travers l'intimidation. Parce que c'était un moment sans crise dans le mouvement. Ils se sont retirés dans les montagnes entre l'Ouganda et les Rwandais. Et il a frappé très dur sur ses propres hommes. Il y avait beaucoup de peines, des infractions, vraiment pour s'imposer sur ses propres rebelles. Ouais. Jérôme Bénard. Oui, on se rend compte en fait que pour comprendre le Rwanda d'aujourd'hui, il faut remonter aux années 60 et qu'il y a tout un enchaînement géopolitique en plus régional qu'il faut se remettre en mémoire pour arriver à comprendre comment on est arrivé dans cette situation. Et là encore, c'est une des forces du livre de Michaela Wrong, c'est de restituer tout cet environnement. Et moi, j'aurais une question, c'est de savoir, d'après vous, comment pourrait évoluer ce régime dans les années à venir, et est-ce qu'il est parti pour perdurer longuement, surtout du moment qu'il est soutenu par les Occidentaux? Bon, c'est une bonne question. Je pense que c'est la même question qu'on pose avec beaucoup de dirigeants africains actuellement, parce qu'il y a la même question qui se pose avec Yoweri Museveni, qui maintenant est là sur place depuis les années 86. Et on pose la même question en Érythrée, où il y a aussi un président qui est là depuis les 91. Et comment ces hommes peuvent passer le pouvoir, parce qu'à un certain moment, il devient un peu âgé.
Et ce qu'on dit en Ouganda et ce qu'on dit au Rwanda, qu'ils ne vont jamais se mettre en retraite parce qu'ils ne peuvent pas. Effectivement, avec Kagame, c'est un monsieur il y a tellement d'accusations à son rencontre, il y a tellement de sang sur ses mains que dès qu'il se met en retraite, si jamais il le fait, il sera porté en tribunal à La Haye. Alors, il ne va jamais quitter le pouvoir et on va avoir des élections l'un après l'autre qui vont être truquées, comme on a déjà vu avec ces pourcentages de 99%, c'est ridicule. Si jamais il passe le pouvoir, ça serait probablement à un de ses fils, parce que c'est la seule manière, si on donne le pouvoir à quelqu'un dans sa propre famille, qu'on se sent à l'abri. Et c'est la même chose avec Museveni. On dit que si jamais, ça pourrait être son fils, Muhoozi. Et avec Kagame, il y a un fils qui maintenant joue le rôle de garde du corps. Peut-être, il pourrait passer le pouvoir à ce jeune homme. Mais moi, je pense qu'on va voir beaucoup d'élections truquées avant que ça se passe. Parce que rappelons l'âge de Paul Kagame. Je dois le vérifier, mais il n'est pas tellement âgé. Ouais. Hein. Je dois le vérifier. Oui, il est pas tellement âgé, donc il ne peut que rester au pouvoir, sinon vous dites il sera expulsé. Et justement, donc aujourd'hui, comment se passent les relations donc entre Hutu et Tutsi, parce que donc il y a eu ce massacre. On rappelle donc Monsieur Kagame donc est Tutsi, et aujourd'hui ça se passe bien. Enfin aujourd'hui il y a un climat de paix où il y a encore cet état policier où petit à petit il est en train justement de se desserrer, parce que maintenant ça fait plus de 25 ans que le génocide a eu lieu. Moi, je pense qu'on ne peut jamais savoir ce que pense la majorité qui est Hutu. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de sondage. La majorité, c'est-à-dire en proportion, Hutu-Tutsi au Rwanda, on est à combien, à peu près ? Je pense que c'est... on dit 85% c'est Hutu et le reste, c'est les Tutsis. Mais je pense qu'on ne va jamais savoir parce que les sondages... on ne fait pas des sondages. Ce qu'on voit, normalement les journaux, c'est là-bas qu'on voit ce que pensent les gens, et on voit que tous les journalistes qui étaient Hutus, tous les journalistes qui faisaient des enquêtes un peu critiques à l'égard du gouvernement, même pas de Kagame, et ils sont en tôle. Il y a un John Williams Ntwali qui est mort dans des circonstances très mystérieuses. On disait que c'était le dernier journaliste indépendant au Rwanda. Et il est mort dans un accident de route, soi-disant, tout récemment. Alors, si tous les journalistes ils font l'éloge de Kagame en continuation, alors on ne sait pas, en lisant les journaux, en écoutant la radio, on ne sait pas ce que les gens pensent sincèrement. Et ça serait quelqu'un qui s'exprime ouvertement et fait des critiques de Kagame, c'est quelqu'un ou courageux ou il est un peu... il est un peu fou, peut-être. Mais il y a des Tutsis aussi qui critiquent le pouvoir de Kagame. Oui, mais effectivement. Mais ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, après un peu de temps, s'ils osent trop, ils doivent quitter le pays. Et c'est effectivement mon livre, c'est une enquête sur les dirigeants Tutsis qui étaient les collègues les plus proches de Kagame, qui ont pris leur distance avec Kagame, qui ont osé exprimer des critiques, qui ont donné des conseils qu'ils ne voulaient pas écouter sur sa politique en Congo, mais aussi au Rwanda. Et ils ont dû fuir le pays. Ils ont passé du temps en tôle, Patrick Karegeya. Après, ils sont enfuis du pays. Ils ont fondé des partis d'opposition. Ils ont dénoncé leurs propres amis et leurs propres chefs. Et après, ils ont subi des attentats. On a essayé de les tuer dans plusieurs cas. Et c'est ça vraiment le thème de mon livre, parce que je trouve que c'est incroyable, parce qu'il n'y a pas d'autres pays africains qui fait ça. Oui, et puis en plus, il y a un rapport au mensonge qui est très compliqué au Rwanda. Ce que vous expliquez au début du livre, c'est que les gens mentent assez régulièrement, mentent aussi aux Occidentaux. Et donc, c'est vrai que ce livre, c'est vraiment une idée d'enlever
le masque de ce régime de Kagame. Oui, j'ai essayé, mais j'ai toujours été consciente qu'on a l'habitude de dire quoi que ce soit, surtout aux Occidentaux. Et après, on vous dit, mais écoute, il faut être conscient que les Rwandais, on ment toujours. On est très doués, on révèle pas la vérité aux étrangers, surtout les Occidentaux. Il faut faire gaffe. Vous êtes en train de vous faire avoir. Oui, avoir. Et c'était très difficile à faire des enquêtes parce qu'on me disait ça tout le temps. Et on essaie alors de savoir ce qui est la vérité. Quand les gens vous disent en continuation, écoute, dans notre culture, on se sent malin si on ment aux étrangers, aux gens qui ne sont pas dans notre société. Jérôme Bénard. Oui, là encore, c'est passionnant parce que c'est vrai que on a quand même l'habitude d'avoir une société occidentale plutôt transparente, même si, bien entendu, les médias ne disent pas tout, sauf peut-être Radio Courtoisie et Omerta, mais en tout cas, là, on est sur un modèle sociétal très différent du nôtre. Et toute l'utilité de ce livre, c'est aussi de nous ouvrir à une société très différente de la nôtre. Et voilà, je crois que c'est aussi là une des forces de ce livre. Oui, et je pense que le problème à l'Occident, on est paresseux intellectuellement. Oui. Alors, on pense qu'on comprend le Rwanda après le génocide. On comprend, il y a une histoire très simple. C'est le FPR sauver la situation. Sauver le pays et arrêter le génocide. Et après, on ne veut pas accepter qu'il y a des subtilités. C'est pas si simple que ça, qu'il n'y a pas une histoire de bons et de méchants. Et les bons aussi ont fait des choses horribles, terribles, et aussi ils ont été des méchants à certains moments dans leur carrière. Merci beaucoup, Michaela Rong. On rappelle le titre de votre livre, Rwanda, Assassins sans frontières, enquête sur le régime Kagame, voilà, aux éditions Max Milo. Donc vous êtes journaliste anglais, vous êtes spécialiste international de l'Afrique, on le rappelle. Et puis Jérôme Bénard, vous êtes rédacteur en chef d'Omerta. Voilà, vous pouvez avoir accès au magazine, dernier magazine sur la Russie, c'est ça? Voilà, Ukraine, les vérités interdites, en kiosque, voilà, et sinon sur notre site internet. Sur YouTube, et il y aura très bientôt un entretien avec Michaela Rong. Donc les auditeurs de Radio Courtoisie qui voudraient approfondir la chose pourront se reporter à cet entretien disponible sur l'application et sur le site d'Omerta. Merci à tous les deux. Michaela Rong, d'ailleurs, vous n'avez dit aucun anglicisme pendant tout l'ensemble de... Ah non, j'ai eu des problèmes quand même. Non, c'était parfait. Merci à vous, merci. Pour votre effort.